Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, la grande messe comme tous les lundis pour le football Nouvelle-Aquitaine, football amateur, football professionnel. On va encore se régaler ce soir avec un gros programme. Ne manquez pas cette émission avec du foot féminin. Il y aura les résultats de la Coupe de France féminine, mais également un focus sur le club de Mérignac-Arlac. On va vous donner tous les résultats du foot masculin avec la N2, la N3, avec la Ligue 2, avec le futsal. Il y aura nos reportages également. Et puis deux invités qui cartonnent en Régional 1 actuellement. L'entraîneur du FC Bressuire, Patrick Olive, et l'entraîneur également du club de Saint-Paul Sport. Il s'agit de Yannick Blanchard. On essaiera de shipper leurs secrets pour la réussite de ces deux clubs. LFNA TV numéro 75, c'est parti. Et je le disais, galanterie oblige, on débute avec le foot féminin. Ce week-end avaient lieu les huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. Vous allez le voir avec les résultats. La victoire 3-0 des Girondins de Bordeaux face au FC Metz, grâce notamment à un doublé de Mélissa Gomez. Bordeaux qui sera le dernier représentant de la région Nouvelle-Aquitaine en quart de finale, puisque de son côté, la SJ Soyaux a été éliminée à domicile par le Stade de Reims, défaite 2-0. On écoute les réactions d'après-match des deux entraîneurs. Celui de l'AJ Soyaux, c'est Michel Bradaya, et on écoute également Amandine Miquel, l'entraîneur du Stade de Reims, au micro de Toimi Nassiri. Petit à petit, ça s'est vu, on était de mieux en mieux, donc ça passait moins sur les côtés. Et il y a eu ce but qui est arrivé à la 44e, c'est dommage, juste avant la mi-temps, qui a mis dans une position favorable Reims. Ceci dit, on a vu tout de suite dans la deuxième mi-temps qu'on a acculé Reims vers son but, qui a joué par contre. Et on a eu ce pénalty-là, qu'on ne marque pas. On a le poteau, sur un coup de pied arrêté, on ne marque pas. On a un cafouillage, c'est sorti sur la ligne, on ne marque pas. Donc voilà, il y a des circonstances qui font qu'il faut être beaucoup plus percutant et on n'a pas été là. Mais moi je trouve que dans l'ensemble, on a été largement meilleur que tous les matchs qu'on a pu faire. Ça fait partie des bons matchs qu'on a fait depuis mon arrivée. C'est une surface, l'herbe, dans laquelle on a du mal à évoluer. On l'a encore vu aujourd'hui. On est moins rapide, moins dynamique, plus lourde. On a aussi été mis en danger assez souvent par nous-mêmes, puisqu'on a quand même voulu déployer notre jeu de redoublement de passes, notre jeu court, notre jeu combiné, et on l'avait pourtant demandé à nos joueuses de le faire un peu moins aujourd'hui, mais bon voilà, après c'est un peu leur marque de fabrique, et on a par moments eu des situations difficiles venant de nous-mêmes. Donc sur le contenu, on aurait pu être mieux. Après voilà, aujourd'hui l'essentiel, c'est de s'être mis à l'abri quand même en fin de match, parce que sur le 1-0 ça aurait été quand même dur de tenir jusqu'à la fin. Et l'arrêt du penalty aussi, je pense, est très important sur le match, ce qui évite Soyaux de revenir à un partout. Donc dans l'ensemble, l'équipe a fait quand même une prestation correcte, mais je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. On sera donc à fond derrière les Girondins de Bordeaux, dernier représentant de la région Nouvelle-Aquitaine dans ces quarts de finale de la Coupe de France féminine. On continue le foot féminin et on va s'intéresser au club de Mérignac-Arlac, la section féminine de Mérignac-Arlac, avec un reportage signé de notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. Si on a l'habitude de voir le football féminin par les différentes équipes de Nouvelle-Aquitaine évoluant en D1 Arkema, à l'image de Soyaux ou encore des Girondins de Bordeaux, le club doyen de la région n'est d'autre que Mérignac-Arlac, qui a créé sa section depuis 50 ans maintenant, sous la houlette de l'actuelle présidente Christine Fontero en tant que joueuse. Au sein des écureuils, le but est simple, mettre l'équipe masculine et l'équipe féminine sur un pied d'égalité. On est parti entre copines, on était surtout des filles de dirigeants ou des femmes de joueurs ou de dirigeants aussi. Et on a décidé de monter cette section féminine donc dans l'année 72. On l'a constituée avec, et là c'était très particulier, c'est qu'on avait une équipe de hand qui jouait au SPUC en division 1, dont la capitaine était la femme de Tony Trijoulet, qui était donc à Arlac. Et on a décidé de monter cette section avec ces filles-là. Et le samedi soir, elles partaient jouer dans tous les coins de la France. Et le dimanche, elles étaient là avec nous sur les terrains. Et on a démarré, bien sûr, au plus bas niveau, puisqu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'équipes féminines. Voilà. Donc elle a été créée comme ça.
Et ensuite, au fil des années, on avait une équipe 1, après une équipe 2. On a commencé à monter une école de football en 79 à peu près. Alors effectivement, à l'époque, ça ne ressemblait pas à ce qu'il y a aujourd'hui à Arlac. Mais c'est vrai que le club d'Arlac est un club qui a fait démarrer le foot féminin. Ça fait 50 ans que je suis dans le foot féminin et je me rends bien compte qu'effectivement, depuis quelques années, il y a un coup de projecteur sur le foot féminin avec la D1. Voilà, on le voit qu'il y a de plus en plus de clubs qui se structurent. Alors après, est-ce que le fait d'avoir obligé les clubs pro à avoir une section féminine, ça a été l'élément déclencheur? Je pense que oui. Alors après, nos structures font qu'on a un cadre attractif. On a 2 synthétiques, on a 3 terrains en herbe à 11. Voilà, effectivement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont les mêmes installations que nous. Et puis après, la qualité de notre encadrement, on a des éducatrices au maximum, même si dans quelques équipes j'ai des éducateurs et je ne refuse pas les hommes, je prends surtout de la compétence. Donc on a des éducateurs et éducatrices diplômés et qui transmettent avec ferveur leur passion à des joueuses qui sont très sérieuses et très assidues. En tout cas, on travaille à ce que ce soit un peu plus structuré, un peu plus professionnel ici. Le fait d'avoir joué au niveau en D1 m'apporte cette expérience-là et des paramètres que je dois prendre en compte, moi, dans mon rôle de tous les jours, au niveau des suivis des joueuses, de leur cadre de vie, le côté professionnel, leur trouver un boulot, un appart, tout ça. Enfin, effectivement, ça fait partie aussi de mes missions. C'est également mon ressenti. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du club pour la section féminine. On est vraiment considérés au même titre que les garçons. Il n'y a pas de différence. Tout ce qui est fait pour les garçons est également fait pour les filles. Depuis que ça a changé aussi de gouvernance en juin, on se sent beaucoup plus épaulé. Ça a toujours été le cas au sein du club, mais là on sent qu'il y a une proximité. Il y a notamment, comme vous avez pu le dire, Natacha qui est RTJ, qui est présente pour nous et qui est une personne ressource très très importante. Et que ce soit tous les bénévoles, dirigeants, autres équipes, vraiment on est une équipe à part entière et toute la section féminine est partie prenante du club et ça depuis longtemps maintenant. Le clin d'œil de ce week-end est forcément la victoire des U18 contre les Girondins de Bordeaux qui rappelle que la section féminine du FCE Mérignac-Carlac a des jeunes pétris de talent. La dernière en date est la défenseur de l'équipe première, Agathe Felden. La native de Châtellerault a pu goûter cet hiver à l'équipe de France U17 lors de la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée en Inde. Toutes les composantes du club sont forcément fières d'elle et ne tarient pas d'éloges concernant la joueuse qui évolue au pôle espoir féminin de Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr que c'est encourageant. Agathe, c'est notre vitrine au niveau du football féminin, c'est notre vitrine. En plus, c'est une fille qui est très gentille, très simple, très abordable, donc voilà, ça se passe très bien. Et puis c'est vrai que quand on dit qu'on a Agathe chez nous, déjà, c'est bien pour le club et puis c'est bien pour elle aussi qu'elle sache patienter, qu'elle ne brûle pas les étapes. Parce que c'est toujours le problème un petit peu quand on est jeune. Bon, bien sûr, on a envie d'aller jouer plus haut, on est un peu sollicité. Après, voilà, c'est compliqué parce qu'il faut quitter le cocon familial. Donc elle prend son temps et je pense qu'elle prendra la bonne décision. Quand il faudra qu'elle parte, elle partira. Et on sera très fiers qu'elle parte jouer plus haut. Pour nous, c'est un avantage. Déjà, en termes de lisibilité, c'est très important. Le fait qu'elle joue avec nous, ça lui permet d'avoir du temps de jeu. Peut-être qu'elle est jeune, hein, elle passe le bac cette année, elle a 17 ans. Donc si elle était partie dans un club plus haut, elle aurait peut-être beaucoup moins joué, elle aurait beaucoup moins de temps de jeu. Mais pour nous, c'est une joueuse qui est très intéressante. Après, notre objectif, c'est de la faire progresser, de l'emmener. Elle est vraiment dans une démarche, pour ce qui la concerne, dans une démarche de haut niveau. Puisqu'elle est au pôle espoir, donc elle s'entraîne toute la semaine. Mais pour nous, c'est vraiment intéressant d'avoir des joueuses comme ça. Le fait d'accéder à une des trois, ça peut nous permettre justement d'attirer et de faire jouer d'autres joueuses qui seraient dans son cas. Oui, après je pense que ça peut faire plaisir, oui, je ne le ressens pas trop comme ça. J'ai un peu de mal avec ça, mais oui, c'est aussi grâce au club que j'en suis là, puisque m'offrir la possibilité d'être titulaire toute la saison en D2, c'est quelque chose d'incroyable et je les remercie pour ça de m'avoir fait confiance. Ils ont aussi mis des choses en place pour que je puisse rester hébergée, par exemple. Donc voilà, tout se passe bien, ouais. Je vous remercie. Ouais, effectivement, j'ai eu la chance aussi de jouer l'Euro en fin d'année scolaire.
Mais oui, c'est une expérience incroyable de vivre une Coupe du Monde. C'est autre chose que l'Euro. C'est un cap au-dessus. Il y a tout ce qui est télé, réseau qui viennent dans cette compétition. Mais ça a été une super expérience humaine et sportive. Malheureusement, on n'a pas fait un super résultat. Mais j'en tire quand même une bonne expérience. Et les nouvelles générations de la section féminine veulent également suivre leur propre parcours, puisque les U13 de Mérignac-Carlac ont lancé une cagnotte pour pouvoir participer à une compétition européenne se déroulant à Barcelone. Et pour réaliser leur rêve, elles avaient un stand où on pouvait se restaurer. En tout cas, une chose est sûre, l'histoire de Mérignac-Carlac continuera de s'écrire et de se conjuguer au féminin pour le plus grand bonheur des générations d'aujourd'hui et de demain. On va continuer de parler de la section féminine du club de Mérignac-Carlac avec cette fois les catégories jeunes. Dans la catégorie U16, U18, le FCE Mérignac-Carlac se déplaçait sur la pelouse de la réserve des Girondins de Bordeaux. Un derby girondin suivi là encore par Florian Sabatier. Pour cette 6e journée de championnat féminin U16-U18, Mérignac-Carlac se déplaçait du côté du Haillan pour affronter la réserve des Girondines de Bordeaux. Une équipe de Mérignac-Carlac avec un besoin immédiat de points. 19e minute, Vanny Rodriguez trouve la tête de Manon Graham. Ça passe à côté des buts bordelais. Après la demi-heure de jeu, la défenseur centrale mérignacaise Maëlys Coquillas manque sa relance. Shera Bailey surgit, dépasse la gardienne adverse, mais ne trouve pas le cadre. Mérignac en difficulté dans ses relances défensives. Ryan Nounou trouve Bailey sur le côté droit qui centre, mais Louane Jarry ne trouve pas le cadre. Juste avant la mi-temps, terrible erreur de la capitaine bordelaise Christa Gaudry aux abords de sa surface de réparation. Vanny Rodriguez remporte son duel et passe le ballon à Manon Graham qui permet aux Mérignacaises d'ouvrir la marque. Bordeaux va tenter de réagir par l'intermédiaire de Bailey, mais sa frappe n'est pas cadrée. 1-0 pour les visiteuses à la mi-temps. La seconde période ne va pas sourire aux Girondines de Bordeaux, avec notamment l'exclusion de Camélia Septi, 3 minutes seulement après le retour des vestiaires. En supériorité numérique, Mérignac-Carlac pousse et se procure des occasions comme cette frappe détournée par Léa Bertrand. Le côté droit, axe préféré des Mérignacaises, une nouvelle occasion qui passe loin des cages bordelaises. À 15 minutes de la fin, Lola Amri est trouvée par une de ses coéquipières. La frappe est bien captée, en 2 temps, par la gardienne girondine Léa Bertrand. Après une bataille de 90 minutes, Mérignac-Carlac remporte son premier succès lors de cette seconde phase. Oui, effectivement, on a maîtrisé, je pense, l'essentiel du match. Après, le match avait très bien préparé par Margot, qui est la coach. Et on avait mis un système de jeu très bas pour commencer le début du match, pour être sûr de bien défendre, ne pas leur laisser d'espace, sachant qu'ils jouent à 3 derrière et tout ça. Donc tout ce que nous avions préparé toute la semaine, ensemble avec les filles, a exactement fonctionné à 100%, donc on est très content du travail qui a été fait toute la semaine, et quand ça se déroule comme ça sur un match le samedi derrière, on peut être amplement satisfait. Fin de la page consacrée au football féminin. N'hésitez pas à réagir sur le Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. On donnera vos réactions à l'antenne lors de la prochaine émission. On ouvre maintenant la page consacrée au football masculin avec la Ligue 2, la 20e journée précisément, et vous allez le voir, la joie
des Girondins de Bordeaux. La belle opération des hommes au scapulaire qui s'imposent avec la manière sur la pelouse de Dijon 3-0 avec le héros, c'est l'homme qui apparaît à l'écran, Johan Barbet, le défenseur qui a inscrit un doublé avec notamment un coup franc magnifique. Un premier succès en 2023 pour les Girondins qui permettent à Bordeaux de conforter sa deuxième place au classement et qui fait le bonheur du coach David Guillon, interrogé au micro de notre envoyé spécial Christophe Monzi. On a vu une équipe de Bordeaux qui a défendu en avançant, ça a tout changé. Et on a vraiment été intéressant là-dessus. On a joué avec ce bloc beaucoup plus haut, des attaquants qui avançaient pour défendre. Et on a eu, à mon sens, pas mal de situations. On a volé beaucoup de ballons dans les 30 mètres aux Dijonnais. Malheureusement, on n'a pas toujours fait les bons choix et techniquement pas toujours été juste pour pouvoir profiter de ces ballons volés. On a eu quand même ce beau but sur corner de Johan qui nous a fait du bien. Et c'est vrai que ce dernier quart d'heure de la première mi-temps n'a pas été très intéressant pour nous parce qu'on n'a pas su trouver. Les Dijonnais sont venus nous chercher très haut et on n'a pas su trouver notre homme libre et on a subi un peu. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a rectifié ça à la mi-temps. Et à nouveau, on a repris le dessus. Et on a su, après les rectifications, de trouver les hommes libres à l'intérieur du jeu. Et c'est vrai que là, ensuite, on s'est trouvé avec des supériorités et pas mal de situations offensives à gérer. On a marqué à nouveau un très beau deuxième but sur coup de pied arrêté. Et c'est vrai qu'après les Dijonnais, c'était difficile pour eux. Et on a réussi à être constant, à être régulier et puis à faire ce clean sheet pour Gaëtan aussi. Donc en effet, on a rempli pas mal d'objectifs qu'on s'était fixés à travers ce match. La soirée parfaite pour le coach girondin interrogé au micro de Christophe Monzi. Si ça rigole pour Bordeaux, ça rigole beaucoup moins pour les Chamois niortais dans un match crucial de cette 20e journée de Ligue 2. Les Niortais qui s'inclinent à Nîmes 3-2 et qui se retrouvent désormais lanterne rouge du classement. Enfin, le Pau FC, vous le voyez, a concédé le nul à domicile face au promu Annecy et se retrouve désormais en 15e position. Les 3 clubs de Nouvelle-Aquitaine qui joueront dès demain puisqu'il y a une journée en semaine, la 21e journée de Ligue 2 en l'occurrence, ce mardi. Vous le voyez, 3 matchs à 20h45. Il y aura le duel énorme entre les 2 premiers du classement, Bordeaux, le dauphin du Havre qui va tenter de créer l'exploit face aux hommes de Mathieu Bonnemer. Il y aura le Paris FC face au Pau FC, toujours à 20h45. Et puis les Chamois niortais à domicile face à Amiens. Réaction obligatoire après la défaite contre les Crocos pour les hommes de Rui Almeida. On passe au National 2 maintenant avec une session de rattrapage puisqu'il y avait pas mal de matchs en retard liés à la Coupe de France. Voici les résultats du groupe D. Pas de match pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine, mais nul, un but partout entre Romorantin et Chamalières. Il y a eu le 0-0 également entre le FC Nantes, la réserve et Bourges. Et puis il y a eu un autre match pour Romorantin qui a un petit peu enchaîné avec la victoire 1-0 sur le terrain d'Andrézieux-Boutéon. Les conséquences de ces matchs rattrapés au classement avec Bergerac qui est toujours deuxième derrière le leader, le Gol FC. Le Stade Bordelais, lui, est 8e avec 20 points. 10e Angoulême-Charente avec là aussi 20 points. Championnat très serré puisque Trélissac compte également 20 points. Trélissac 11e en raison du goal average. Le calendrier de la 17e journée de National 2 avec le week-end du 3 février prochain. Bergerac-Périgord à domicile face aux Herbiers. Il y aura Chamalières à la maison face à la réserve du FC Nantes. Gol FC contre Angoulême-Charente, Trélissac face à Andrézieux-Boutéon et puis le déplacement du Stade Bordelais sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat, le FC Vierzon. On ouvre la page consacrée au National 3 maintenant avec les résultats là aussi des matchs en retard qui ont eu lieu ce week-end. Des matchs qui ont eu lieu notamment samedi avec le nul 2 buts partout entre le Stade Poitevin et l'US Chauvigny. Un match a été reporté une nouvelle fois, celui de l'ES Gueurétoise face à l'Aviron Bayonnais. Victoire 1-0 pour Libourne qui continue sa série en battant la réserve des Chamois niortais. Victoire 1-0 également de l'US Lèche Cap Ferré face
au stade Montois. Et puis victoire 2-0 pour les Genêts d'Anglette face à Portes Entre-deux-Mers. Au classement, ça nous donne le FC Libourne qui caracole toujours en tête avec désormais 4 points d'avance sur l'US Chauvigny. Troisième, les Genêts d'Anglette avec un petit point d'avance sur l'US Lèche Cap Ferré. La réserve du Pau FC devance une autre réserve, celle des Girondins de Bordeaux. Septième, le Stade Poitvin. Huitième, Châtellerault. Neuvième, la réserve des Chamois Niortais. Dixième, Portes Entre-deux-Mers avec 16 points devant le CA Neuville, l'Aviron Bayonnais, l'ES Guérétoise et puis la Lanterne Rouge. Et toujours évidemment le Stade Montois avec 5 petits points. Le calendrier de la 14e journée de National 3 avec le Stade Poitvin qui recevra le 4 février prochain la réserve des Girondins de Bordeaux. La réserve du Pau FC se déplacera à Neuville. Châtellerault accueillera l'US Lèche Cap Ferré. Et puis il y aura le Stade Montois dans un duel des extrêmes face à Chauvigny, la Lanterne Rouge contre le deuxième du classement. La Régionale 1 maintenant avec la poule A et l'équipe en forme. Le FC Bressuire, leader du classement. Le FC Bressuire toujours invaincu cette saison. Et pour parler de l'actualité de ce club des Deux-Sèvres qui réussit un superbe parcours, nous sommes avec l'entraîneur. C'est Patrick Olive qui nous rejoint dans cette émission d'LFNA TV. Bonsoir coach. Bonsoir. Patrick, on rappelle peut-être un petit peu le contexte, tout d'abord à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément le FC Bressuire. Vous êtes situé où exactement? Combien d'équipes composent votre club? Racontez-nous un petit peu l'histoire du FC Bressuire. Alors, le FC Bressuire, c'est au nord des Deux-Sèvres. Il y a des licenciés dans le club et puis avec des équipes de jeunes dans chaque catégorie au niveau régional. Voilà. Et le FC Bressuire, surtout, l'équipe senior actuellement brille, on va y revenir. Vous avez concédé le nul ce week-end, c'était à domicile contre le FC Nueil-Aubier. C'est votre troisième score de parité, d'ailleurs, en 4 matchs en 2023. Est-ce que c'est un résultat un petit peu décevant ou par rapport au scénario du match, vous êtes satisfait? Alors, satisfait, non, parce que c'est à domicile. C'était quand même déçu et frustré du résultat, mais notre prestation, quelque part, a été insuffisante. Donc, au final, il faudra faire beaucoup mieux dans les rencontres à venir et retrouver un peu plus de liant et de simplicité. La bonne nouvelle, c'est que vous prolongez la série d'invincibilité puisqu'il y a toujours 0 défaite au compteur en championnat cette saison. C'est le cas d'ailleurs aussi du FC Choré. Il y a un mano à mano, là. Il y a un duel en tête entre Choré et Bressuire cette année. Ben, alors, oui, de fait, par le classement, effectivement, c'est ce qui se dégage. Après, depuis le début de saison, on s'est pas mis de pression pour être à cette place-là. On a préparé chaque rencontre. Moi, je suis nouveau dans le club aussi, donc pour se découvrir et pour aller chercher des performances. Et bon, effectivement, la situation est comme ça. Donc, je trouvais qu'on avait fait un début de saison plutôt bien, mais Choré fait tout aussi bien et peut-être mieux avec leur match en retard. Donc, on verra bien la suite. Nous, voilà, il faut se concentrer sur chaque match pour essayer d'être bien meilleur que ce qu'on a été ce week-end. J'allais justement, la transition est parfaite puisque j'allais vous dire, Patrick, pour quelqu'un qui vient d'arriver, les débuts sont quand même très satisfaisants. C'est rare de tout de suite avoir sa patte qui fonctionne puisqu'on l'a dit, il y a 0 défaite en championnat. Oui, bon, après, il y aurait pu en avoir avec certains scénarios, mais ce qui était surtout très agréable pour moi, c'est que le groupe a tout de suite été à l'écoute et a répondu présent à ce qui était demandé, avec beaucoup d'énergie positive. Et c'est ce qui fait que je pense, a amené de la réussite tout de suite dès le début de saison. Et puis bon, quand on mène au score ou quand on marque des buts, c'est plus facile après pour être en confiance. Est-ce que ça change cette série d'invincibilité, les objectifs que vous êtes fixés, qu'on vous a fixés? Est-ce que ça change quelque chose, Patrick? Non, non, très sincèrement, j'y fais pas du tout attention. On peut même avoir vécu comme une petite défaite à domicile. C'est très bien. C'est vrai que je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé d'être encore invaincu au mois de février dans une saison, mais c'est pas du tout ce qui est le plus important. Donc,
Voilà, j'ai découvert le club, il y avait à reconstruire avec quelqu'un qui a fait du super boulot pendant des années. Il y avait un renouvellement à faire, il y avait besoin avec des nouvelles méthodes, etc. Donc la priorité, elle était puis bon, les bons résultats donnent de la confiance à tout le monde, mais pas de perdant, ni par rapport aux objectifs. Euh, voilà, donc il y a la Coupe ce week-end, puis La Rochelle dans 15 jours. Pour l'instant, on ne voit pas plus loin. Et vous l'avez dit là aussi, passe décisive de votre part, Patrick. Il n'y a pas que le championnat, il y a aussi la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Vous allez vous déplacer sur la pelouse de l'AS Pays Mélois. La coupe, c'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau ou là aussi il y a vraiment une possibilité pour vous d'aller le plus loin possible? Alors déjà, c'est une compétition et ensuite toutes les compétitions. Donc nous, on l'aborde comme n'importe quel match avec le plus de sérieux possible. Et puis, il y a des bonnes habitudes à prendre aussi dans ces matchs-là. Et après, si on passe des tours et qu'il y a un titre à aller chercher, on s'en privera pas. Mais encore une fois, voilà, je suis dans la même optique que pour le championnat. Le prochain match, c'est Pays Mélois ce week-end. Et puis, on verra après ce que ça donne. Mais c'est sûr qu'on Les matchs les uns après les autres, évidemment, comme on le dit régulièrement dans cette émission. Patrick, il est encore le temps de le faire. Il reste quelques heures encore au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? D'avoir tous mes joueurs en bonne santé, puis qu'on puisse retrouver ces moments de plaisir comme cette première phase, voilà, qu'on prolonge l'excitation, le plaisir avec nos supporters à domicile où on a mis pas mal de buts. Donc peut-être qu'on a mais d'aller chercher ces performances et puis si à la fin de la saison une issue positive, ça sera très bien. Sinon, on aura construit pour la suite, mais on va regarder devant et puis tout faire pour aller chercher ou en tout cas garder ce qu'on a acquis pour le moment. Et ça sera pas simple. Et ce sont déjà de bons souhaits pour cette année 2023 en tout cas. On vous suivra, Patrick, et on espère que ça va continuer comme ça, que ce soit en Coupe Nouvelle-Aquitaine ou en championnat. Merci beaucoup, Patrick Olive, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans LFNA TV. Merci. C'était Patrick Olive, l'entraîneur du FC Bressuire, qui réalise une superbe saison en Régional 1. Un autre club de Nouvelle-Aquitaine réalise un parcours sans faute. Il s'agit cette fois dans la poule C du club de Saint-Paul Sport, le club des Landes, leader, mais également meilleure attaque et meilleure défense du championnat. On va tenter de percer les secrets du coach Yannick Blanchard qui nous rejoint tout de suite dans l'émission. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Yannick, on va situer un petit peu pour nos téléspectateurs. Saint-Paul Sport, ça se situe dans le district des Landes, évidemment, à quelques kilomètres de Dax, c'est ça? C'est ça. Saint-Paul, ville de 15 000 habitants, l'agglomération de Dax, entre Bayonne et Bordeaux, à 25 minutes de Bayonne. Et on va en parler de Bayonne justement, puisque ce week-end, Yannick, vos joueurs et vous-même, vous avez gagné 2-0 sur la pelouse des Croisés de Bayonne. Je suppose que c'est une belle opération parce qu'on connaît ce championnat et puis on connaît le club des Croisés de Bayonne. On en a déjà parlé dans cette émission. C'est jamais évident de gagner à Bayonne. Non, jamais évident. Les Croisés, on les connaît bien. C'était la 3e fois qu'on les rencontrait. On les a rencontrés en championnat au match aller et également en Coupe de France là-bas où on avait gagné 1-0 difficilement. Donc ça s'est confirmé samedi soir. Voilà, une équipe compliquée à bouger chez elle, surtout que sur 2 résultats négatifs à l'extérieur. Donc on est arrivé là-bas voilà, méfiant et très concentré. Et puis ça s'est bien passé pour nous avec une victoire 2-0. Et quand on regarde un petit peu le bilan de votre équipe, Yannick, vous devez être un entraîneur heureux parce qu'encore 2 buts marqués, le clean sheet au passage. Ça veut dire, quand on regarde le bilan, meilleure attaque du championnat, moyenne de 3 buts par match, meilleure défense. Quoi de mieux pour vous, Yannick? C'est quoi le secret de votre réussite à Saint-Paul? Bon, il n'y a pas de secret, il y a surtout un groupe et un staff qui travaillent très bien. Il y a un très bon état d'esprit. Il y a des joueurs qui sont très travailleurs et très demandeurs.
Donc voilà, c'est aussi le résultat de 3 ans de travail. On a eu malheureusement le Covid sur les 2 premières saisons. Mais voilà, c'est le fruit d'un groupe qui travaille très très bien et qui progresse surtout beaucoup sur cette 4e année. À choisir, Yannick, en fin de saison, on garde quoi? On garde la place de meilleure attaque ou la place de meilleure défense? On va dire la place de meilleure défense parce que c'est souvent les meilleures défenses qui montent. Donc on va réfléchir derrière ces statistiques. Mais bon, si on peut avoir les deux, ce sera encore mieux. Et si on a les deux, c'est sûr qu'on sera pas loin de la montée. Oui, c'est ce que j'allais dire, Yannick. Là, a priori, quand on est meilleure attaque du championnat, meilleure défense, qu'on réalise des clean sheets, qu'on réalise aussi des matchs accomplis d'un point de vue offensif avec énormément de buts, ça serait quand même très décevant de ne pas terminer en tête de cette poule. Oui, bien sûr, l'objectif depuis le début de saison est clair, c'est de monter en National 3. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, bah, on l'assume sur le terrain. Maintenant, on a des concurrents qui sont cette année aussi très performants, comme Arcachon, comme Saint-Pierre-d'Irube, qui font des très bonnes saisons. Il y a aussi Cestas qui revient fort, La Brette qui fait une belle année. Donc c'est un championnat compliqué. Tous les matchs sont durs, surtout quand on voit le nombre de descentes en fin d'année. Donc tous les week-ends, c'est une bataille et ça va l'être jusqu'au bout parce que c'est très indécis en haut comme en bas. Avec des matchs évidemment coup près à venir pour vous, ça va être le sprint final. On suppose forcément quand on est dans votre position, Yannick, que ça doit être excitant là, ce sprint à venir et ces matchs au couteau. Oui, bien sûr. Notre prochain match de championnat, c'est dans 3 semaines parce qu'il y aura 2 matchs de coupe. Dans 3 semaines, on reçoit Arcachon qui est deuxième derrière nous. Donc on sait que ça va être un match important en termes de points, mais aussi sur l'aspect psychologique pour aborder la dernière ligne droite comme il faut. Maintenant, voilà, on va essayer d'être dans les clous jusqu'au mois de mars, avril, et puis après lancer le sprint final sur les 4-5 dernières journées et être toujours dans le coup pour acquérir cette montée en National 3 qui est l'objectif de tout le club. Et on va en parler dans un instant de ce club du bassin d'Arcachon avec notre envoyé spécial Florian Sabatier qui a suivi la rencontre face à la réserve du Stade Bordelais. Juste avant de vous laisser, Yannick, racontez-nous un petit peu. On sait que en Nouvelle-Aquitaine en ce moment, c'est pas forcément évident pour les clubs avec les conditions météo, que ce soit pour les entraînements, pour les matchs. Vous travaillez dans quelles conditions actuellement? Est-ce que ce sont des conditions optimales? Oui, on travaille dans de très bonnes conditions. On a la chance à Saint-Paul d'avoir des infrastructures de très bonne qualité. Après, au niveau des intempéries, on n'a pas été très touché les dernières semaines, mis à part bien entendu le froid comme tout le monde. Mais on n'est vraiment pas à plaindre contrairement à d'autres clubs. On a un synthétique, on a 2 terrains en herbe, donc les joueurs peuvent travailler dans très bonnes conditions. On est encore au mois de janvier, même si on approche de février. Yannick, on peut encore le faire. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année 2023, la montée, je suppose? Oui, la montée et puis continuer à prendre du plaisir et à en donner avec mes joueurs, que ce soit aux personnes qui viennent nous voir jouer ou eux-mêmes sur le terrain, parce que je pense qu'on en prend beaucoup depuis le début d'année. Voilà, on met beaucoup de buts, on a un jeu agréable. Donc voilà, pourvu que ça dure avec, bien entendu, le plus de victoires possible, le moins de blessés possible et que ça dure jusqu'à la fin de saison avec une belle récompense, à la clé, j'espère. Et on vous félicite pour le parcours pour l'instant dans cette saison de Régional 1. Effectivement, on croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Et on vous remercie encore une fois d'avoir pris un petit peu de temps pour parler de Saint-Paul Sport dans LFNA TV. Merci Yannick. Bonne invitation, bonne soirée. On le disait à l'instant avec Yannick Blanchard, l'entraîneur de Saint-Paul Sport. Le bassin d'Arcachon est également dans cette poule C de Régional 1, actuel dauphin d'ailleurs de Saint-Paul Sport. Le bassin d'Arcachon qui recevait ce week-end la réserve du Stade Bordelais. C'était au stade Jean Brousse. Une rencontre qui était suivie pour LFNA TV par notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. Ça reste effectivement un match important pour nous. On est dans une phase où tous les matchs deviendront importants, entre autres ceux du haut de tableau. Donc le Stade Bordelais est une belle équipe. Ils nous ont donné du fil à retordre à l'aller. On va tâcher de faire mieux au retour. Début de cette rencontre de Régional 1 entre le bassin d'Arcachon et la réserve du Stade Bordelais.
Très virevoltant, les visiteurs vont se mettre en évidence suite à un bon travail côté droit, mais la reprise de volée est écrasée et trouve les gants du portier adverse. Suite à un corner de la droite vers la gauche pour le bassin d'Arcachon, le Stade Bordelais parvient à s'en sortir et à enclencher une contre-attaque éclair. Les visiteurs parviennent à entrer dans la surface. Une faute semble être commise, mais il en faut un petit peu plus pour monsieur l'arbitre pour désigner le point de pénalty. Les hommes de Marvin Ezor vont réagir quelques minutes plus tard, mais là aussi, la tentative ne trouve malheureusement pas le cadre. Fin de cette première période où les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, l'intensité sera encore au rendez-vous. Le Stade Bordelais obtient un joli coup franc, mais la tentative du numéro 7 bordelais va trouver le montant de Loïc Coulot. Mais Arcachon connaît l'importance de cette partie et sur une opportunité qui est réalisée en dehors de la surface de réparation, le gardien lit bien la trajectoire. Dans la continuité, sur un long ballon, Enzo Giuliani dépose sa tête pour l'ouverture du score en faveur des siens à l'heure de jeu. Arcachon insiste et sur un nouveau ballon dans la profondeur, l'attaquant va temporiser avant de tenter sa chance, mais le portier du Stade Bordelais capte le ballon en deux temps. Enfin, les visiteurs essaieront une ultime fois de revenir à la marque, mais Loïc Coulot se saisit du cuir. Fin de cette rencontre et c'est le FC Bassin d'Arcachon qui s'impose 1-0 dans ce choc du haut de tableau. On avait fait un match aller assez compliqué là-bas, donc on avait au moins à cœur de mettre d'autres ingrédients. Donc on va dire que c'était un bon match dans le combat. Ils nous ont livré une belle partie, une très très belle partie, avec des bons petits joueurs, techniquement. Donc c'est pas simple. Ils sont très habiles avec le ballon, très habiles dans les petits espaces. C'est une très très belle équipe. Et voilà, maintenant nous, je pense que ce qui a fait la différence, comme on se l'est dit, c'est plus l'expérience. Mais du fait qu'on ait déjà vécu ce genre de match. Donc très très satisfait de ce que tu entends. En Régional 2, cette fois, les caméras d'LFNA TV se sont déplacées en Charente, au sud-ouest d'Angoulême, pour suivre la rencontre opposant la JS Sireuil à la réserve du SA Mérignaquet. Un match au stade Gérard Pifto qui était suivi pour nous par la caméra de Touami Nassiri. Je suis secrétaire depuis 40 ans à peu près. Donc le club a été créé en 1937. Donc c'est un club qui a déjà pas mal de vécu. Au niveau des équipes, on a 3 équipes seniors. On a une équipe en Régional 2, une équipe donc en 2e division départementale et une équipe en 4e division. Les objectifs pour les seniors, c'est essentiellement un maintien pour l'équipe A et essayer de faire monter l'équipe B si c'est possible en première division. Donc voilà. On a des U6, U9, U11, U13 et U15. U15 en entente avec le club de la Jaba, donc GA Bel Air. On a aussi des U16, U17 qui sont également en entente avec le club de foot de Jaba. Donc en tout, on a à peu près 70 jeunes. L'objectif premier, le plaisir, le sport, que les jeunes puissent participer à un loisir. Le travail qui est effectué grâce au club, au président, aux dirigeants, aux éducateurs. On est 6-7 éducateurs sans lesquels on ne pourrait rien faire. C'est des éducateurs assidus qui prennent du temps pour former, pour éduquer nos jeunes. Et ça, c'est le plus important. C'est les parents, les familles. Donner aussi du plaisir aux parents et aux familles. Notre partenaire aussi, qui est la MJC de la Grande Guérenne. On a un partenaire nouveau, mais efficace et important. Le coup d'envoi est donné par la JS Sireuil pour cette première période. Il fallait être au rendez-vous car les visiteurs, au bout d'1 minute et 30 secondes, vont trouver les filets de la JS Sireuil par leur attaquant numéro 11, Louane Clodan, qui ouvre le score ici à Sireuil. La réaction des hommes de Didine Ben Slimane ne se fait pas attendre sur cette excellente transversale. Hamza Eitouktir met la pression sur le défenseur et l'arbitre de la rencontre siffle penalty pour la JS Sireuil que se charge Roméo Akapo
et qui tire et qui loupe le cadre. Une franche occasion qui aurait pu permettre à la JS Sireuil de revenir à égalité. Les locaux poussent, c'est sur corner que Léo Grasso reprend par cette tête plongeante et voit le ballon sur la transversale qui sauve le portier Mérignac. Une dernière occasion pour les hommes de Pedro Vides et c'est Hugo Pertellot qui permet de détourner ce ballon en corner qui ne donnera rien et l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première mi-temps avec un avantage d'1-0 pour les Mérignacais. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les Mérignacais. Mais c'est les locaux qui se montrent dangereux en cette seconde période par cette reprise de Driss Boutira, bien arrêtée par le portier Mérignacais. Les Girondins tentent de réagir et c'est avec Sankouba Diaby qui adresse un centre. Et c'est Enzo Poretti au second poteau seul qui marque et permet à son équipe de mener par 2-0. Encore une fois, Sankouba Diaby inarrêtable sur le côté tente une frappe et une deuxième frappe dans la foulée avec une excellente parade de Guillaume Tardieu. Le corner est rapidement joué. Léo Grasso qui touche de la tête est bien suivi par Ousmane Bandré qui permet à la JS Sireuil de revenir à 2-1 à seulement 8 minutes de la fin du temps réglementaire. On est dans les arrêts de jeu et avec un Hamza Eitouktir en feu. Il se joue la défense adverse et d'une frappe à bout porté des 18 mètres, il marque ce splendide but qui permet dans les derniers instants à la JS Sireuil d'être récompensée et obtenir ce match nul avant que l'arbitre siffle la fin de cette rencontre ici à Sireuil. C'est vrai qu'on a eu une première mi-temps difficile, on a été mis à mal par cette équipe de Sireuil parce qu'on manquait de stratégie là, sur les aspects offensifs, notamment sur la capacité à tenir le ballon sur un terrain difficile. Et c'était surtout sur ça qu'on a essayé d'accentuer un petit peu le travail. On marque très tôt, ce qui est toujours compliqué à gérer aussi. Donc l'idée c'était de remettre un petit peu l'idée sur le travail offensif, et notamment l'idée de jouer un peu plus derrière la dernière ligne adverse, et faire en sorte qu'on puisse avoir plus d'opportunités. C'est ce qui a été le cas en deuxième mi-temps. Également mieux défendre parce qu'on était assez loin de l'adversaire. On subissait un petit peu les assauts, notamment depuis la ligne arrière qui jouait assez long dans notre dos. Donc on s'est mieux régulé sur la deuxième partie de match. On mène 2-0 assez tôt en deuxième mi-temps et puis on laisse filer ce match sur les 5 dernières minutes. On a commencé très mal le match, on a pris un but au bout de 5 minutes de jeu. Puis après, on a réagi on a proposé du bon football, on a fait une bonne première mi-temps. On a essayé de poser le ballon, on a joué à terre, on a fait des bonnes combinaisons, on a eu plusieurs occasions. Malheureusement, aujourd'hui, ils avaient un très bon gardien. On n'a pas su concrétiser nos temps forts. Et puis, à la mi-temps, on se retrouve 1-0 contre nous. Donc, on a essayé de développer encore du jeu en deuxième. Malheureusement, sur leur temps fort à eux, un petit temps fort où ils ont réussi à marquer le but du break. Et puis après, on a essayé de pousser. Didine a fait en sorte qu'on ait un peu plus de mouvement devant. Et puis à un moment, ça a payé. Le travail a payé. Et puis on a égalisé à la fin. On a réussi à produire ce qu'on voulait. On a essayé. Puis ça a payé. On quitte le carré vert pour s'installer un peu au chaud, à l'abri, avec la page consacrée au futsal. La 12e journée de Régional 1 se déroulait ce week-end. Le Sporting Club de la Bastidienne recevait les Coqs Rouges de Bordeaux. Résumé de cette rencontre alléchante avec Florian Sabatier. Début de cette rencontre de Régional 1 de futsal entre la Bastidienne et les Coqs Rouges. Pas de round d'observation puisque les visiteurs vont scorer sur une frappe lourde de Romain Fernandez. Quelques instants plus tard, sur un corner joué à 2, Romain Fernandez conclut pour le doublé et les Coqs Rouges mènent par 2 buts d'écart. Les joueurs hôtes vont mettre toute leur force pour revenir et sur une action limpide, le numéro 9 de la Bastidienne conclut parfaitement pour réduire l'écart. Et
Et suite à une faute dans la surface, les locaux vont obtenir un penalty. Le meneur de jeu de la Bastidienne ne se fait pas prier et remet les deux équipes à égalité. Revigorés, les joueurs hôtes vont tenter leur chance, mais le gardien est sur la trajectoire. Suite à une 6e faute, les Coqs Rouges vont obtenir un penalty à 10 mètres. Romain Fernandez s'élance, mais le poteau est trouvé. Au retour des vestiaires, la Bastidienne va tenter, mais va voir le portier sortir une parade. Les joueurs à domicile insistent, mais trouvent l'ultime rempart sur leur route. Mais à force, ils vont être logiquement récompensés pour mener pour la première fois à la marque. Mais les Coqs ont également du caractère et sur un cafouillage, ils parviennent à égaliser par Jérémy Arbiol. La Bastidienne veut en remettre une couche, mais le gardien adverse n'est pas de cet avis. Sur une dernière tentative, le portier adverse est une nouvelle fois à la parade. Fin de cette rencontre entre la Bastidienne et les Coqs Rouges qui se quittent dos à dos sur un score de 3 buts partout. Quand ils sont revenus à 2-2, on a un petit peu douté, mais après la mi-temps est arrivée, on s'est remis directement dans le vestiaire, on s'est remis tous ensemble. On a essayé de repartir du bon pied, on a essayé d'oublier et malheureusement bon, on n'a pas su trouver les bons arguments pour finir, mais on est quand même content du 3-3. On a commencé à sortir directement, à aller les presser très haut. Ils ont été ennuyés et on revient à 2-2 et on prend l'avantage logique sur la seconde période. Ce troisième but, ce 3-3 sur un ballon qu'on ne doit pas perdre dans la surface, pareil encore avec de l'envie de cette équipe des Coqs. Ils reviennent à 3-3, derrière il y a moyen d'aller le gagner et d'aller le chercher, et on ne le fait pas, ils restent bien solides, ils défendent très bien, et puis on en reste sur ce score de parité. De son côté, le collectif Charente-Angoulême-Basso recevait le Girondin Futsal avec un scénario identique, un match très serré et 6 buts au total. Résumé de ce duel acharné signé cette fois Fouami Nassiri. Ça fait 6-7 ans qu'on a créé le club. Ça fait pendant 2-3 ans on a été dans les 3 premiers. On doit être une quarantaine de licenciés, des jeunes issus de quartiers de Soyaux, de Basso, de ma campagne et 1 ou 2 de Bel Air. Et franchement ça tourne bien, on a un bon groupe et on espère monter en Ligue 2 ou jouer les barrages encore une fois. Tissot Maxime, c'est 2 super joueurs qui vont alterner. Et on triche pas, l'histoire du chrono, ça devrait nous mettre une motivation supplémentaire pour se dire au bout de 3-4 minutes, et bien si on est mort, on sort. Moi ça me fera plaisir de me dire au bout de 3 minutes je suis mort, il y a à prendre ma place et à faire la différence. Et ce qui fera la différence, c'est les efforts défensifs. Placez-vous directement, comme on vous le dit, le défenseur central, il parle à son piston, l'autre piston dans le dos, et le pivot il revient. On fait des efforts, Yaz, on fait des efforts, ça va nous aider beaucoup. Après on fait la différence. Donc là, il faut bien s'échauffer correctement, et nous on se met direct dedans. C'est bon? C'est bon? C'est pour le compte de la 12e journée de futsal en R1 que Angoulême CCAB recevait les Girondins Futsal. Ça démarre vite pour les Angoumoisins et sur cette frappe d'As Diop et la main du visiteur, l'arbitre signale le penalty que s'occupera le capitaine As Diop et qui échoue sur le poteau adverse. Les Angoumoisins bien menés par Mohamed Fodil et c'est As Diop qui prend sa revanche sur le portier girondin et qui inscrit le premier but très tôt de cette rencontre. Ça continue avec Delil Boisa qui voit sa frappe contrée et qui la reprend et qui inscrit ce deuxième but dans cette première période. Les Angoumoisins mènent par 2-0. Les Girondins tentent de réagir sur cette frappe du capitaine Lorim Diafouka, mais qui passe à côté du cadre.
Sur un ballon perdu, c'est encore les Girondins par l'intermédiaire de Dan Angon qui tire. Bien repris par Franck Eyo, mais qui ne trouve pas le cadre. Mais encore une fois, avertissent le portier angoumoisin. Et c'est sur cette passe de Dan Angon pour son capitaine, Lorim Diavouka, qui trouve enfin les filets angoumoisins. C'est sur cette dernière occasion de Redouane Gabo, près du cadre, que l'arbitre de la rencontre envoie les deux équipes au vestiaire avec un avantage pour Angoulême. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par le CECAB Angoulême. Et c'est encore eux qui se portent dangereux dans cette seconde période avec cette frappe de Redouane Gabo, bien repris par Mohamed Fodil. Il ne fait s'attendre pas à une défense exceptionnelle du côté des Girondins pour empêcher d'inscrire ce but. Les visiteurs inscrivent ce deuxième but par leur capitaine Lorim Diafouka et permettent de recoller ici à Angoulême. C'est des actions coup pour coup qui sont données ici avec Dalil Boisa. Fauché, l'arbitre de la rencontre n'hésite pas et signale le point de pénalty. C'est Yassine Belli qui ne se pose aucune question et permet au CECAB Angoulême de mener 3-2 dans cette seconde période. C'est sur une excellente remontée et une passe à 3 que les Girondins Futsal inscrivent ce but synonyme d'égalité par Dan Angon. Peu avant la fin du match, c'est une dernière occasion pour le CECAB Angoulême avec Yazid Belli qui voit sa frappe de peu sur le côté. Et l'arbitre de la rencontre siffle la fin de ce match par un score de parité, 3-3. Avant tout, de la fraîcheur physique, je pense. On est arrivé avec un peu de retard et donc du coup l'entame de match a été compliquée parce qu'on prend 2 buts assez bêtes, j'ai envie de dire. Après, ça va être vraiment des détails où au final, ils ont des occasions aussi. Ils peuvent gagner ce match comme nous aussi. Mais voilà, après, ça fait partie aussi du travail, de l'expérience aussi qu'on manque. Il faut travailler sur ça pour les prochains matchs. Je pense que c'est un manquement de repli défensif par rapport à la lucidité qu'on avait. Et ça a pêché malheureusement. Ils ont marqué les 3 mêmes buts sur les 3 actions similaires. Donc c'était à nous de prendre les buts en considération, mais on ne l'a pas fait, on a pris 3 buts, les mêmes exactement. Ouais, on était dedans parce qu'on avait une revanche à prendre, donc l'équipe était bien motivée et malheureusement ça a pêché, on finit avec un match nul, mais on aurait espéré la victoire, mais ça ne l'a pas fait malheureusement. Et on termine cette émission avec les résultats de la Coupe Gambardella Crédit Agricole, une compétition qui jouait ce week-end les 16e de finale. Voici les résultats en tableau avec les clubs de Nouvelle-Aquitaine qui se sont qualifiés pour les 8e de finale. Les Girondins de Bordeaux, vous le voyez, sont allés s'imposer du côté de l'US Chantilly. Victoire 2-0 pour les Bordelais. Et puis qualification également un peu plus dans la douleur du Pau FC. Pau FC qui bat Cholet sur le score de 3-2 dans un match complètement fou. LFNA TV numéro 75, c'est désormais terminé. Une émission disponible en replay comme d'habitude. Vous avez plusieurs possibilités. Vous allez sur le site na.media, sur la page YouTube de NaTV ou alors sur la page YouTube de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et vous consommez l'émission où vous le voulez, quand vous le voulez, avec qui vous voulez. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission, les deux incontournables, Touamine Nassiri et Florian Sabatier pour leur reportage. On remercie également tous les téléspectateurs de LFNA TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Continuez et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Lundi prochain, on revient à la même heure, 19h pour l'émission numéro 76. D'ici là, passez une très bonne semaine et n'oubliez pas, le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.